à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à la ville de Villeurbanne qui, une nouvelle fois, a fait appel à la Villa Gilet pour co-construire cette journée professionnelle. Et je voulais remercier particulièrement toute l'équipe de la lecture publique de Villeurbanne, notamment Sylvain Guillot, Charlotte Van der Werf, Cécilie Pellu et Mélanie Dumas, avec qui nous, à la Villa Gilet, on a eu le plaisir d'imaginer et de réfléchir ensemble cette journée. Merci aussi à Marie Mirgan d'être présente. Donc normalement, ça devait être Lucie Campos, qui est directrice de la Villa Gilet, qui devait mener ce grand entretien. Malheureusement, un impératif de dernière minute fait que, avec regret, elle ne peut pas être présente et elle présente toutes ses excuses. Voilà, mais moi j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui la Villa Gilet et d'échanger pendant une petite heure avec Marie. Bonjour Marie, bonjour Lulu aussi qui est là, présent et toujours sage. Marie, vous êtes donc cette année l'artiste associée de la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne. Vous êtes illustratrice et aussi autrice. Vous avez publié une dizaine d'albums depuis 2019 avec Kiki en promenade, qui est votre premier album publié aux éditions Les Fourmis Rouges, à 3 nouveaux albums dédiés au cirque contemporain qui vont paraître là très prochainement, dans les prochaines semaines, aux éditions Albin Michel. Marie, vous déployez un travail singulier qui fait appel à nos sens et qui nous plonge dans un univers profondément organique, empreint d'étrangeté et d'onérisme. Et justement, pour commencer, je voulais parler de ce caractère organique de votre travail. Vous entretenez avec le papier une relation très sensorielle, physique. Pouvez-vous nous parler de cette relation et plus particulièrement de la technique du papier découpé qui est caractéristique de votre travail? Et je montre en même temps. Voilà. Déjà, on entend. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me lancer donc sur cette thématique, on va dire, de ma technique principale, qui est le papier découpé. Déjà, peut-être dire 2 mots sur pourquoi cette technique, comment c'est venu. En fait, je viens vraiment du dessin. Je dessine depuis longtemps, j'ai jamais arrêté de dessiner depuis que je suis enfant. Et je dessinais beaucoup de choses finalement très liées à mes ressentis, à mes émotions. C'était un peu une façon d'exprimer mes sentiments et des choses très sensibles. Et j'utilisais le crayon noir, voilà, que du noir et blanc. Et pendant longtemps, j'ai dessiné, mais c'était un peu secret. C'était des carnets qui se remplissaient comme ça, et personne vraiment savait que je dessinais. Et moi-même, j'assumais très peu ça. Et ça a mis beaucoup de temps avant que j'assume cette envie de dessiner, et encore plus d'en faire un métier. Pour moi, c'était inenvisageable. Et finalement, quand je montrais de temps en temps mes dessins, le retour que j'avais, c'était ça fait peur, c'est sombre, c'est noir et blanc, alors que dans ma tête, tout mon imaginaire, il était très vivant, coloré, beaucoup d'organicité, effectivement, quelque chose où les corps se mêlaient aux émotions, etc. Donc tout ça, c'était un peu mon imaginaire que j'essayais d'exprimer, et puis j'étais toujours un peu déçue, finalement, de ne pas pouvoir transmettre plus, voilà. Et au fil de mes études, de mes recherches, etc., j'ai commencé à vouloir ajouter de la couleur. Et puis, je me suis mise à peindre. Et puis, c'était une grosse catastrophe. Et donc, ça n'allait pas. Donc, je coupais dans le papier. J'en faisais des petits morceaux et que je reconstituais. Et donc, je sentais qu'il y avait beaucoup plus d'énergie. Et puis aussi, ce que j'aime avec le papier découpé, c'est le repentir qui est possible. C'est pouvoir faire, défaire, refaire et bouger les choses, bouger les papiers jusqu'à ce que ça prenne vraiment l'énergie ou, on va dire, la vie que je souhaite transmettre.
Donc le papier découpé, c'est venu un petit peu comme quelque chose de l'ordre du repentir, quelque chose que je peux venir retravailler. Et le côté organique, c'est sûrement très lié à ma façon de les transformer, ces papiers. J'aime bien mélanger à la fois des papiers qui sont déjà colorés, que j'achète, mais vraiment, c'est vraiment de la récupération de tout ce que je trouve, tout ce qui m'inspire. Et à côté de ça, des papiers que je vais un petit peu plus personnaliser, avec toutes sortes de petites expériences graphiques qui passent par différentes encres, etc. Et là, effectivement, quelque chose de très physique, très sensoriel, et je suis encore très attachée à cette part-là, même si finalement ça demande beaucoup plus de temps pour faire les images, mais si je passe pas par ce début un peu, c'est la racine un peu, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la nature aussi, quelque chose qui vient s'enraciner. Si je démarre pas un projet par ça, j'ai comme l'impression de pas vraiment démarrer au bon endroit, quoi. Et j'essaye de retrouver quelque chose de juste à chaque fois que j'entame un projet. Donc voilà, il y a cette part très physique, effectivement, que j'essaye de garder. Et donc au niveau du physique, au niveau de la racine, de la matière, il y a aussi tout un travail sur la texture où vous déjouez en fait le côté 2D et à plat normalement d'une feuille de papier en apportant avec ce papier découpé une impression de relief et de volume. Donc là, je fais défiler, donc c'est des images extraits de votre livre Bonjour bébé, donc qui est paru en 2025 aux éditions Les Fourmis Rouges, où on voit en fait ces personnages se détacher. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien aux textures, aux matières et au volume dans vos livres ? Effectivement, c'est important pour moi de garder ce côté, comme on le disait, physique et proche un peu de marionnette, j'ai envie de dire, pour permettre de... Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans les images, de plus en plus d'ailleurs, c'est de pas forcément... c'est pas la virtuosité de l'image qui m'intéresse, c'est de moins en moins ça, on va dire, c'est plus transmettre une énergie. Et le fait d'avoir à un moment donné décidé que mes personnages c'était des marionnettes et que les décors c'était des décors comme un théâtre, faire en tout cas ce lien, ça m'a permis un peu de venir faire, on va dire, un ménage et de simplifier un peu mes images et d'aller plus droit au but dans qu'est-ce que je veux raconter. Ça n'empêche que j'ai du plaisir à ajouter des détails. C'est aussi vraiment tout le plaisir de l'album jeunesse, c'est qu'on peut un peu aussi... dans les couleurs, dans les formes, un peu être généreux. Mais j'essaye de pas trop me perdre là-dedans et c'est de garder l'intérêt de la narration et le rythme. Et effectivement, c'est un peu plus facile pour moi, en tout cas, de décomposer comme ça l'image par plan. Et j'ajoute à ça, sur le côté très matériel, c'est que dans mon parcours, j'ai étudié pendant 3 années le graphisme. Et finalement, c'était un cursus après coup que je ne regrette pas, mais sur le moment où j'ai un peu souffert parce que pendant 3 ans, j'ai pu toucher un crayon et j'étais derrière un ordinateur et on me préparait à un métier de com et travailler dans une agence et pour d'autres personnes. Et c'était ça pour moi le plus dur, c'était de plus être maître de mon projet. Et finalement, quand j'ai pu replonger dans la matière, on va dire, vraiment toucher le papier, et je voulais plus jamais lâcher ça. Et je me suis un peu dit, je vais prendre à contre-pied tout, c'est-à-dire que je vais faire que des techniques laborieuses, lentes. Des fois, je me remets un peu en question quand même. Mais j'ai redécouvert la presse, la gravure, tout ce temps en me disant... non, ça doit me traverser quoi, d'abord, et ensuite ça va venir se préciser et puis faire des images que peut-être j'aurais pu faire directement à l'ordinateur, parce que des fois effectivement je me retrouve dans des
devant des images où je me dis si j'avais juste scanné tous mes petits morceaux de papier, je les avais déplacés sur l'écran, j'aurais gagné un temps infini et pour le même résultat à peu près. Mais j'ai besoin de ce processus pour garder du plaisir tout simplement. Et c'est ce processus qui fait la particularité et la qualité de votre travail. Je pense que si ça avait été que sur ordinateur, il n'y aurait pas cet aspect si particulier, si singulier et si qualitatif dans vos albums. En effet, il y a aussi plus d'erreurs aussi. Sentir la main, sentir la maladresse, ça m'intéresse. Le côté tout lisse, tout beau, il y a une part de moi qui a envie de ça. Et de l'autre, j'aime bien aussi faire passer le côté complètement imparfait de moi-même, de ma personne, de mon geste. Et dans le papier, dans la découpe, ça se ressent toujours, quoi. Sentir la main humaine, en effet, et la main humaine qui est là pour créer, apporter ces choses. J'aimerais qu'on revienne sur votre lien à la couleur. Vous dites que vous venez de dire que vous êtes intéressé par l'aspect généreux des couleurs. Vous utilisez des papiers déjà colorés, mais vous travaillez aussi l'aquarelle et la gouache. Vous avez des couleurs assez contrastées qui va du noir à des tons beaucoup plus pastels, beaucoup plus acidulés. Est-ce que vous pouvez nous parler plus particulièrement de ce travail et de ce lien à la couleur ? Comme je le disais précédemment, j'ai commencé à travailler que en noir et blanc. Donc ce que j'aimais, c'était le contraste et le volume, l'impression de volume. J'ai toute une période de mon travail qui s'est fait que en noir et blanc aussi plus tard. Donc je sais que j'ai aussi cette part-là que j'ai pas encore tout à fait exprimée dans l'édition jeunesse pour aussi des raisons un peu évidentes, c'est que c'est plus délicat de proposer un projet tout en noir et blanc. Mais pourquoi pas, voilà. En tout cas, la couleur, c'était assez évident que ça puisse être assez libre. Enfin voilà, j'ai un rapport très intuitif en fait à la couleur. J'ai pas trop de connaissances. C'est ce mélange de papier, de couleurs, et puis je les déplace jusqu'à ce que je trouve vraiment l'équilibre de tout ça. La part de noir et de blanc, ou surtout de papier noir, reste encore très présente. J'essaie de garder toujours cette impression de vie, comme je dis. C'est vrai que c'est un mot que j'utilise souvent, mais quelque chose de vivant. Et donc, les contrastes, ça permet la profondeur. Et même si à la fin, mes papiers sont collés parfaitement, qu'on voit plus forcément l'ombre et qu'on peut pas forcément deviner que c'est du papier découpé. Parfois, c'est difficile de se rendre compte. Mais j'essaye quand même de donner cette espèce de vibration, quoi, du vivant, quoi. Vibration du vivant, donc qui se retrouve dans vos livres. Vous avez une conception assez singulière et hétéroclite du livre. Qu'est-ce qu'un livre pour vous ? Quel est votre rapport à l'objet livre ? Bien, ça peut être vu. En tout cas, moi, le livre, c'est d'abord mon rapport à la découverte du livre, j'ai envie de dire enfant. Et surtout de l'album jeunesse. J'ai mis du temps avant de prendre conscience de l'importance de l'album jeunesse dans ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où je me suis sentie un peu comprise très tôt. Et c'était un peu une porte ouverte vers un autre monde, on va dire. Et c'était un peu un refuge à plein de moments où j'ai senti plein d'émotions très tôt, par l'image plus que les mots. Et l'image, il y a des images qui m'ont tellement marquée, qui resteront à vie imprégnées dans mon esprit, et ça c'est quand même pas rien. Des livres que je retrouverai plus jamais, que je sais même plus le titre, je sais plus l'auteur, je sais plus rien, mais voilà, l'image elle est ancrée dans ma mémoire, plus qu'un film, c'est vraiment très puissant. Et je pense que ça s'est resté vraiment en moi de me dire c'est fou comme une image a pu susciter autant d'émotions, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La peur en fait partie, des images qui m'ont donné le frisson et que j'avais quand même une sorte de répulsion attirance et j'avais envie de revoir le livre rien que pour cette image. Donc
Le livre, c'est vraiment un condensé d'émotions aussi. Et d'autant plus l'album jeunesse, vraiment pour moi, c'est un espace de liberté encore très grand, je trouve, pour les autoristes et illustratrices. Et c'est vraiment un endroit où on peut encore exprimer beaucoup de sa singularité en tant que personne et proposer. Enfin voilà, moi c'est le mot qui me vient souvent, c'est une proposition qu'on fait au monde, je veux dire, d'une vision du monde. Et pour moi, c'est loin d'être un sous-art, quoi. Souvent, on différencie l'art et l'édition jeunesse comme deux choses séparées, et encore plus des fois entre la BD et l'édition jeunesse. Alors que pour moi, je pense que c'est un endroit très puissant, voilà, de vecteur d'émotion, et plus que ça, quoi, ça a un impact vraiment fort sur les enfants. Donc, y a ça, et personnellement, voilà, mes bibliothèques sont remplies d'albums jeunesse, et pour moi, c'est pas quelque chose qui est dédié forcément que aux enfants. Ça me nourrit énormément. Et voilà, quand je rencontre des jeunes personnes, des étudiants, et qui lisent très peu, je dis ne vous interdisez pas de lire que de la lecture dite pour enfants, parce que peut être tout aussi nourrissant qu'un roman. L'impact d'une image, c'est fabuleux, quoi. Et justement, par rapport à cet impact des images, au niveau des formes de vos personnages, de la conception du livre, vous bousculez quand même nos perceptions, nos attentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Qui souhaitez-vous bousculer avec vos livres ? Est-ce que c'est le lecteur enfant ? Est-ce que c'est l'adulte ? Voilà. C'est moi-même. C'est assez vertigineux de se dire que je fais des livres pour les enfants, donc je ne me le dis très peu. Je pense que si je me posais vraiment et que j'avais cette prise de conscience de l'impact que je peux avoir sur les enfants, il me semble que je n'arriverai plus à faire de livres. Donc je suis un peu dans le déni vis-à-vis de ça, parce que je trouve effectivement, comme je l'ai dit, c'est un lieu de pouvoir finalement. Donc je fais beaucoup pour moi, j'avoue, pour me surprendre un peu moi-même de sensations que peut produire l'image. Pourquoi telle et telle forme associées peuvent me produire une telle émotion. Mais c'est un mystère encore pour moi. Et donc, je me dis, finalement, si moi ça fait ça, peut-être que pour d'autres personnes aussi. Et que ça peut être porteur, je ne sais par quelle manière. Donc, ma démarche, elle est vraiment liée à, j'ai envie de dire, moi, et aussi mon rapport, encore une fois, à l'enfance. Je parlais de ces images qui ont marqué, et parfois, juste un personnage ou une image peut déclencher toute une narration, toute une histoire autour, et me motiver, et me tenir en haleine moi-même, jusqu'à l'envie d'en faire quelque chose. Et il y a ça. Et aussi, je précise, alors c'est très tardif que je m'en suis rendu compte, mais j'ai appris tardivement que j'étais dyslexique. Et ça a expliqué beaucoup de choses aussi, mon rapport à la lecture. Et j'ai compris aussi pourquoi l'album jeunesse, je le lâchais pas, quoi. Et c'était quelque chose qui m'avait un peu sauvée et qui m'avait permis de continuer à lire et d'avoir un livre dans les mains. Parce que l'image a une place immense, et que moi, mon langage principal, c'est l'image. Et que je ne comprenais pas que plus je vieillissais, moins il y avait d'images. Pour moi, ça n'a pas de rapport, quoi. Je pense que l'image, ce n'est pas que pour les enfants. Et il y a la bande dessinée, évidemment. Mais cette place si grande de l'illustration dans un livre, c'est surtout dans cette catégorie qu'on la retrouve, quoi. Vous parlez de l'impact de l'image, de l'album jeunesse comme transmission d'une vision du monde. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous avez un travail engagé, voire politique ? J'ai envie de dire évidemment, même sans m'en rendre compte. J'ai pas de sujet, on va dire, que j'exprime frontalement, en tout cas pour le moment. J'ai pas eu pour l'instant un moteur comme ça en me disant j'ai envie de parler de ce sujet plus politique et venir en parler dans un livre. Or, le politique
et un peu partout. Donc quand je décide que mon personnage principal sera féminin ou masculin, c'est forcément un choix. Et moi-même, ça me confronte en fait à ma construction et ça me remet pas mal en question aussi, de me dire pourquoi spontanément, oui, j'ai décidé que le personnage principal, ça allait être un homme et par défaut presque. Donc moi-même, je me suis pas mal questionnée depuis mon premier livre sur des choix que j'ai pu faire. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres. Mais un exemple assez flagrant, c'est pour 10 de plus, 10 de moins, où pour le coup, c'est un des seuls albums où justement le personnage principal est une femme. Et les retours que j'ai eus des enfants m'a vraiment beaucoup étonnée. Et c'est très très intéressant. En fait, ce personnage, il n'est pas du tout, dans les canons de beauté. Et ça m'a valu pas mal de critiques que j'adore. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai voulu ce personnage et je l'assume pleinement. Mais le retour des enfants sur ce personnage qui a un peu un grand nez, des grands yeux, qui a des grandes mains, qui est un peu grotesque d'une certaine façon. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Moi, je la vois. Pour moi, elle déborde de tendresse et de chaleur. Du coup, c'est comme ça que je l'aperçois, moi. Mais elle... du coup, là, c'est pas l'album là, mais on l'a peut-être pas. Ouais. Donc, c'est le personnage de Mouche qui accueille plein d'animaux, donc c'est un personnage assez généreux. Et les enfants, quand je leur dis, ils me disent « Ah, mais Mouche, elle est moche !» Et j'adore, et je dis « Ah bon, elle est moche, Mouche ? Oh, mais pourquoi elle est moche ?» Et alors là, les réponses, elle a les cheveux noirs. Là, wow, il y a du chemin quand même. Je dis ah bon, puis moi je suis là. Et elle a un grand nez. Oh, alors moi aussi j'ai un grand nez. Et après elles disent oui, puis elle a des grandes mains. Je dis ah bon. Et puis les explications m'étonnent quoi. Et je pense juste ça les perturbe. Et donc ça, je suis très contente que avec je m'en étais évidemment pas rendu compte en le faisant, mais que ça puisse bousculer déjà. Voilà. Et on va rester sur la mocheté. Donc Mouche, en effet, donc malheureusement, j'ai pas de visuel, mais voilà, elle a un peu un physique dans l'imaginaire collectif de sorcière. Et vous vous intéressez vraiment dans vos albums aux êtres dits marginaux, aux sorcières, aux monstres, aux squelettes, aux animaux dits nuisibles. On a des araignées, on a des chauves-souris, on a voilà, des êtres, des personnages qui, dans l'imaginaire collectif, sont repoussants, font peur. Vous parliez tout à l'heure de cette peur que vous aviez, vous aussi, enfant, en regardant certaines images d'albums jeunesse. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette fascination que vous avez pour ces êtres dits marginaux qui font peur, et donc le lien avec les peurs de l'enfance que vous transmettez aussi dans vos livres? Oui, vous l'avez bien dit, c'est des êtres dits nuisibles. Voilà. Et donc ça m'amuse aussi de jouer avec ça. Donc là, dans 10 de plus, 10 de moins, avec cette accumulation d'animaux, bon, il y a les chiens, mais la plupart des insectes animaux qui sont accueillis ne sont pas les plus représentés, on va dire, dans l'édition jeunesse, à savoir des araignées, chauves-souris, des vers de terre, des poux, voilà. Et c'est aussi venir un peu prendre à contre-pied tout ça, et puis et de tous les réunir dans quelque chose qui est du vivre ensemble et puis de l'amour quoi, qui peut se transmettre entre eux. Donc j'aime bien aussi jouer avec ça, mais aussi encore une fois pour moi-même, parce que moi-même j'ai été bercée par des livres mignons où tout est joli, tout est mignon, et on a décidé que étrangement en fait beaucoup de mes livres pour enfants ça parlait de souris trop mignonnes avec des petits vêtements, des petits costumes, et puis finalement dans la réalité les souris elles sont un petit peu malmenées aussi, donc pourquoi pas une araignée ou une chauve-souris. Et mon rapport aussi aux araignées
Mais en fait, j'aime bien déconstruire des choses un petit peu. Et moi, je me rends compte que j'avais très peur des araignées enfant et j'ai jamais compris vraiment pourquoi. Et c'est juste que tout le monde en avait peur. Donc moi aussi, si des adultes ont peur des araignées, alors, c'est qu'il faut avoir peur des araignées. Puis en grandissant, je me suis questionnée sur cette peur et je me suis dit, c'est fou que ce soit autant physique, que ça me traverse autant physiquement, finalement, l'idée d'autres personnes qu'on m'a transmis. Donc j'ai commencé à dessiner une araignée une fois. Et alors, c'est vraiment drôle, j'avais vraiment beaucoup de mal à dessiner une araignée. Ça me faisait des frissons. C'était comme si elle était sous mes yeux. Et juste dessiner toutes les pattes, j'étais là, ah non, ah non, ah non. Et à force d'en dessiner, j'ai commencé à bien aimer. Puis en fait, j'ai écrit plein d'histoires avec des araignées. Et finalement, maintenant, elle est à peu près dans tous mes livres, il y a une araignée. Et parce que et maintenant, ma peur des araignées, elle a complètement disparu. Ou presque. Je dis pas, si je voyais une énorme araignée, je ne sais pas comment je réagirais, mais avant, je pouvais vraiment paniquer, alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc aussi, ce rapport au dessin, ça me surprend de voir à quel point dessiner, ça vient aussi... on est traversé quand même par quelque chose, littéralement, quoi. Il y a vraiment quelque chose... ça suscite vraiment physiquement quelque chose. Et dans ma vie, en tout cas, c'est un peu thérapeutique, quoi. Rapport au dessin, mais rapport aussi au texte. Alors, vous avez, selon vos livres, des textes très variés. Dans Kiki en promenade, on est sur des textes très courts, très répétitifs, qui invitent l'enfant, comme aussi dans le livre « Mais où est-elle ?» qui invite l'enfant en fait à répéter, à se souvenir des mots et à entrer dans l'histoire. Parfois, comme dans Fémurimo, les textes sont beaucoup plus longs. Quand l'écriture arrive dans votre processus de création? Alors, il y a pour moi deux étapes de travail vraiment très distinctes, qui est l'écriture d'un côté et la mise en image de l'autre. Et même si finalement ma pensée, elle est un mélange des deux, mots-images se mêlent, dans le processus en tout cas, c'est vraiment deux choses un peu séparées. Et ayant eu tout un cursus autour de l'image illustrée et tout, j'ai un peu nourri mon imaginaire graphique. Il m'arrive de faire une image... Elle réagit. Il m'arrive de faire une image qui va m'inspirer pour écrire quelque chose. Mais plus souvent, c'est d'abord une histoire qui motive... c'est d'abord l'écriture qui motive le reste du projet. Et la phase du chemin de fer, c'est-à-dire le moment où tout le livre est dessiné, on va dire, est quand même la partie la plus importante pour moi, on va dire, où vraiment... là, mots-images ne font qu'un. Et souvent, très peu de mots. C'est vrai que c'est assez exceptionnel qu'il y ait beaucoup de textes. Parce que pour moi, voilà, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre les deux, un rythme surtout. Et l'album jeunesse, de par son format, sa quantité de pages, qui est quand même assez relativement toujours à peu près, on va dire, la même, impose une contrainte qui me plaît beaucoup et force à réfléchir au rythme global. Et ça, toute la phase d'écriture, c'est ça, tout le plaisir, en fait, c'est de trouver le bon rythme et une justesse, en fait, entre les mots et les images. Alors, une justesse entre les mots et les images, et les deux, avec la répétition des mots, la répétition aussi des images. Là, c'est dans « Mais où est-elle » où le personnage perd sa perruque et à chaque fois il croit retrouver sa perruque et donc il met sur sa tête plein d'autres formes, mais ce n'est pas sa perruque. Tous ces aspects-là donnent, et aussi la technique du papier découpé donne à votre livre une dimension très vivante, vous en parliez tout à l'heure, une dimension toujours en mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement et de la dimension du mouvement dans votre travail? Alors là, l'exemple de « Mais où est-elle » déjà techniquement, c'est une fois encore du papier découpé, mais cette fois-ci, c'est posé sur une table lumineuse et donc c'est ensuite des photos que j'ai faites de ces images. Donc là, ça se rapproche
beaucoup plus du théâtre d'ombre et de marionnettes. Là, on le ressent encore plus. Et donc, vraiment, tout mon process est très, très, très proche d'un spectacle de marionnettes, vraiment. Donc là, j'ai vraiment fabriqué des petites marionnettes que j'ai déplacées. Donc le mouvement, il est là jusqu'à la prise de vue, finalement. Donc là, le mouvement fait partie de la construction de mes images. Donc oui, je pense que c'est un livre qui fait bien le pont entre deux passions finalement que j'ai, qui est d'un côté l'illustration, de l'autre le spectacle vivant. Moi, j'ai de cesse de me questionner un peu sur cet équilibre à trouver entre ces deux domaines qui me passionnent. Et finalement, c'est quand même deux mondes différents. Avec des codes différents, etc. Mais moi, j'ai à cœur un peu de trouver des liens, le plus souvent possible. Ouais. Et oui, il y a toujours le lien avec le spectacle vivant dont on va reparler tout à l'heure. Le lien aussi avec l'image animée. Moi, la première fois que j'ai lu Mais où est-elle et aussi Kiki en promenade. Alors Kiki en promenade, c'est votre premier album. Et donc c'est un personnage qui s'appelle Julien qui promène son chien, mais en fait à chaque fois son chien est transporté et c'est un autre animal qui remplace le chien jusqu'à ce que le pauvre chien revienne à la fin. Et en fait, moi, en lisant ces livres, j'ai tout de suite pensé aux premières techniques d'image animée, que ce soit Zoetrope ou les flipbooks. Est-ce que vous y avez pensé aussi ? Quel est votre lien justement avec cette dimension animée de l'image ? Alors en effet, dans la narration, il y a un aspect très ritournel, ouais, j'ai envie de dire. Donc d'un point de vue narratif, ça m'est venu, je pense, de mon rapport au livre audio enfant, qui était très chanté finalement, et je mémorisais les histoires un peu, et c'était beaucoup de répétitions. Et je pense que c'est resté fort ancré dans mon esprit. Et le côté animé, il est encore une fois lié, je pense, à ce rapport. En fait, c'est principalement Kiki en promenade, il y a un rapport vraiment scène de théâtre pour moi, ouais, avec des entrées et des sorties. Et donc, finalement, si j'ai fait ce choix un petit peu de simplifier les formes, de les articuler, enfin même Julien, le personnage, il est articulé comme une marionnette, c'est un petit peu par facilité, j'ai envie de dire, parce que ayant fait des études artistiques, je me suis beaucoup nourrie d'images, de références, etc. Et je pense que ma tête, elle était remplie d'images et de me dire tout est possible, réaliste, pas réaliste. Alors ce qui est super avec l'illustration, c'est qu'on n'est vraiment pas obligé de savoir vraiment dessiner pour faire des images. Mais moi, j'étais un petit peu débordée de visuels et de voilà. Et donc revenir à quelque chose. Voilà, revenir à mon intérêt pour le théâtre, c'était se dire, ok, il y a un personnage, il y en a un autre, on enlève tout le fond. Et c'est pour ça que mes fonds sont souvent blancs ou unis, c'est que je repars un peu à zéro à chaque fois pour en fait un peu canaliser mon débordement en fait d'images qui peut me bloquer. Donc j'ai simplifié et articulé mes personnages pour vraiment que ce soit presque eux qui m'amènent quelque part. Et ça, c'est assez important aussi, c'est que j'ai constaté que parfois, même souvent, c'est, j'ai envie de dire, plus vraiment mon mental qui décide, et ça, c'est assez agréable, c'est que c'est l'image qui me porte un petit peu, et les personnages eux-mêmes. Et dans mes rencontres, mes ateliers, souvent, c'est un petit peu ça que j'ai envie de transmettre, c'est que parfois, on n'est pas obligé de tout décider. Il y a quelque chose qui n'a plus qu'à à suivre, quoi. Et ça se sent un petit peu là-dedans. Alors, on va rester dans l'univers de Kiki en promenade, qui, en fait, avant d'être un album, était un spectacle. L'inverse.
c'est d'abord un album puis Ouais. un spectacle. Ok. En tout cas, il y a, comme vous disiez, toujours ce lien avec le spectacle vivant. Vous faites toujours sortir le livre de la page pour le faire vivre autrement, pour le faire vivre dans l'espace, et notamment en faisant des spectacles. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait du spectacle Kiki en promenade, et on en parle juste après. Désolée pour cette coupure un peu abrupte, mais voilà, on a envie de poursuivre, mais comme on n'a que une heure, voilà, on a dû couper. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images, nous parler un petit peu de comment vous adaptez vos livres en spectacle, quel choix, quel lien, voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce spectacle, j'ai dû le jouer 3 fois et que je le rejouerai sûrement pas. J'ai ce rapport un peu étrange aussi de l'expérience. Et puis une fois que c'est fait, j'ai un peu envie de faire autre chose. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui me tient à cœur, c'est de donner vie tant que je peux aux histoires et aux récits. Et là, j'avais une matière. Voilà, j'avais un premier album, donc de façon assez minimaliste. Là, on se rend compte, le dispositif, il est simple, c'est ce qu'il y a de plus commode, j'ai envie de dire, pour une illustratrice, c'est de faire les choses à mon échelle, c'est-à-dire sur une table, de découper, ça ne change pas grand-chose en fait à mon mode de travail, juste j'amplifie avec une caméra, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est de plus en plus peut-être courant, les concerts dessinés, tout ça, et je trouve ça assez intéressant de voir de quelle manière les autoristes commencent un peu à s'exprimer d'autres manières, de façon plus spectaculaire, avec voilà, des contraintes qui sont... voilà, moi je me considère pas comme metteuse en scène ou comédienne ou quoi que ce soit, ou marionnettiste, même si finalement c'est tous ces petits corps de métier que je développe, que je le veuille ou non. Donc je reste bien à ma place d'autrice quand je fais quelque chose, mais voilà, j'expérimente, on va dire plutôt sur scène, des formes. J'en ai fait une nouvelle pour Bonjour Bébé, que je commence à présenter aussi, mais je précise toujours que c'est des formes qui résistent pas à des grandes salles, ça reste très intimiste, et c'est une façon, c'est presque, je me mets en position de conteuse finalement. Et dans ces moments-là, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir les enfants près de moi. Dans la dernière forme que j'ai faite, ça c'était la première. Dans la dernière, je suis au sol tout de suite, et les enfants sont autour de moi. Et du coup, il y a c'est une façon d'amplifier une lecture finalement, et profiter du fait que je puisse faire des images pour le faire en direct, et voilà, et tout ça prend un peu forme avec une musicienne, et voilà, je reste très modeste sur cette part-là de mon travail, mais en même temps c'est un endroit que j'ai encore envie beaucoup d'explorer, et je pense que oui, il y a une place à faire pour ce genre de formes un peu hybrides finalement, qui sont ni des spectacles, ni, enfin voilà, qui rentrent un peu dans aucune case. Et pour poursuivre votre rapport avec le spectacle vivant et avec le mouvement, vos derniers livres, alors j'ai pas de visuel, mais ils sont là, on pourra peut-être les montrer, qui vont paraître, qui sont pas encore parus, qui sont Me voilà, Le cirque rond est retourné, qui sont dédiés à l'univers du cirque. Est-ce que vous pouvez plus nous parler de ce lien au cirque ? Oui, et plus largement au spectacle vivant. Alors j'ai la chance d'être régulièrement, depuis quelques années, sollicitée par des compagnies cirque ou des percussionnistes aussi avec qui j'ai travaillé, l'ensemble Tactus qui est à Lyon.
D'autres metteurs en scène, metteuses en scène. Enfin voilà, en plus d'avoir mes petites formes un peu où je bricole un peu de mon côté, j'ai la chance de pouvoir carrément partager mon univers visuel avec des structures déjà existantes, des compagnies, dont la compagnie SCOM, qui est donc une compagnie de cirque contemporain, qui est venue me solliciter il y a quelques années. On s'était dit, on va faire quelque chose ensemble. Et moi, j'ai tout de suite dit oui parce que j'adore cette idée qu'on puisse faire rencontrer plusieurs univers ensemble et me mettre un peu au service aussi de quelque chose, d'un art vivant. Et ce rapport au corps m'intéresse beaucoup, comment représenter les corps, comment jouer avec les corps. Et finalement, de plus, on m'a donné un peu, on va dire, cette contrainte de travailler pour la petite enfance, chose que j'avais encore jamais fait. Et donc, je me lance dans des petits livres cartonnés avec encore toute une série de codes que je détenais pas vraiment encore. Je me suis un petit peu plongée là-dedans. Donc, le challenge, il était double, on va dire. À la fois de découvrir le monde de la petite enfance, le rapport au cartonné, au livre découpé, et comment transmettre l'idée du cirque contemporain, qui est quand même la motivation première donc de Colline Garcia, qui est la directrice de la compagnie, de changer un petit peu l'image qu'on a du cirque traditionnel quand on parle de cirque. Et dans la littérature jeunesse, on voit systématiquement des danseuses étoiles, des clowns et des chapiteaux. Et là qui n'est pas du tout représentatif du cirque contemporain. Donc j'ai pu m'immerger à la fois dans ce domaine, questionner énormément, essayer de m'informer de mon côté, et d'autre part m'immerger dans le monde de la petite enfance, qui n'était pas finalement non plus un secteur que je connaissais très bien. Donc j'ai fait une résidence en crèche, une immersion totale, accompagnée d'une médiatrice culturelle. Et ensemble, on a vraiment été comme dans un laboratoire. J'ai pris beaucoup de notes. Et m'est venu ce rapport à l'objet, le livre qu'on peut... et je me suis rendu compte très vite que, en tant qu'illustratrice, j'avais pas... une place évidente avec les enfants, là où le toucher et tout ce qui est physique est vraiment très important. Donc j'arrivais avec des visuels et je voyais qu'ils ne réagissaient pas du tout devant mes images, et je me suis dit, ok, il se passe autre chose, c'est vraiment plus physique. Les tout petits, parfois, font plus de choses avec leurs pieds qu'avec leurs mains. Enfin voilà, j'étais un petit peu dans ces réflexions-là, et donc j'ai décidé de pas mal penser le livre en tant qu'objet, le livre qu'on retourne. Donc ça, c'est un livre qu'on peut lire dans plusieurs sens, qu'on peut vraiment... et qui rappelle le mouvement. Un livre qui, par sa forme de pop-up aussi, par le mouvement. C'est un livre où tout tourne. Enfin voilà, j'ai découvert... en fait, la forme du rond est très, très, très présente dans l'album... dans le cirque contemporain. Donc voilà, c'est que des choses qui tournent. Et c'est vrai qu'il y a une séance avec les tout petits où on travaille autour du rond, et puis sans le vouloir, avec c'est Émilie Lebel qui est médiatrice culturelle, on s'est retrouvés à la fin, et c'est les enfants qui sont mis à tourner autour de nous et faire une ronde. Et on s'est dit waouh, il se passe un truc avec le rond. Donc c'était un peu évident de travailler sur le rond. Et le dernier qui est un coucou caché, on va dire, découpé, avec un personnage récurrent qui se cache derrière des formes. Voilà, c'est finalement réduire un peu à son essence j'ai envie de dire, le mouvement et le cirque, l'idée du cirque, et en profiter par ce format d'album qui est très limité par sa taille et ses pages, pour vraiment arriver dans un truc assez essentiel et qui traduit vraiment cette idée du cirque contemporain. Voilà, c'était un peu le projet. Donc eux, ils vont paraître prochainement. Mais dans l'exposition que vous allez peut-être voir tout à l'heure à la MLIS, dans la matière, il y a toute une salle, un espace autour de ces livres. Oui, tout à fait. Il y a les menuisiers
de la ville qui ont beaucoup œuvré aussi pour construire donc cet album en grand. Donc les enfants peuvent vraiment reproduire les figures plus ou moins, peut-être pas toutes, mais quelques-unes avec leur propre corps. Pour cet album Tourner-retourner, donc sont exposés les originaux qui peuvent être donc eux-mêmes manipulés et tournés. Et enfin, celui qui tourne, les formes sont représentées en volume et peuvent elles-mêmes aussi être tournées autour de la thématique du rond. Donc voilà, effectivement, il y a cette idée du corps là qui est vraiment évidente dans ce projet. Et effectivement, ouais, c'est la première fois finalement que j'ai un projet qui traite à ce point de ce rapport au corps qui finalement m'est cher dans tous mes projets. Ouais. Rapport au corps et rapport à l'espace aussi, du coup. À chaque fois, il y a cet aspect, le corps amène vers l'espace et vers la sensorialité, le toucher et prendre conscience de l'espace tout entier, en fait. Et on le voit dans l'exposition, vous pouvez peut-être en dire deux petits mots. Dans la matière à l'Amnis, on a tout le temps cet aspect-là où le corps est mis en question et est invité à interagir dans l'exposition. Oui, alors là, je vais remercier Mélanie Dumas et Lou qui étaient avec moi pour imaginer cette exposition. Je me suis même à des moments, je veux dire, pas mal laissée porter parce que je n'avais pas en conscience vraiment l'espace. Et c'est la première expo qui est autant participative, j'ai envie de dire, qui justement reflète bien le côté spatial dont vous parlez. Effectivement, j'ai été soutenue aussi par des constructeuristes qui ont fabriqué des éléments en volume, d'autres que j'avais déjà fait. Mais voilà, il y a quand même un aspect très tactile, quoi, j'ai envie de dire, avec des objets et des choses assez interactives. Donc voilà, c'est vrai que c'est une expo finalement qui, j'ai envie de dire, pour les enfants. Et c'est ça qui me plaît dans cette exposition, c'est qu'elle est assez proche d'eux et à leur hauteur. On va finir cette conversation justement avec les enfants. Dans le cadre de votre résidence ici à la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne, vous avez aussi beaucoup travaillé avec les enfants d'une école, l'école Pasteur. Vous êtes toujours, de toute façon, tout le long, ça s'est senti, cette envie de transmettre aux enfants, d'interagir, de dialoguer avec les enfants, et ça passe aussi par les ateliers que vous faites. À l'école Pasteur, vous avez travaillé autour des éléments, donc qui est le thème de la Fête du Livre cette année, et autour de la question du livre, du toucher et de la fabrique à livre. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette résidence et le travail effectué avec les enfants ? Et je montre quelques images qui ont été faites avec les enfants. Oui, alors, donc, moi, je me suis donné, on va dire, comme contrainte, si on peut dire, le travail du livre. J'avais envie de trouver une sorte de dénominateur commun entre toutes ces rencontres. Et, le livre me paraissait assez évident du fait du contexte du festival, et aussi se réapproprier le livre. Moi-même, je fais des albums, je me rends compte qu'il y a des contraintes, comme je disais, assez évidentes, de format, de nombre de pages, et finalement l'objet livre, appartient, j'ai l'impression, plus qu'à quelques personnes. Moi-même, je pensais jamais faire des livres, en fait, parce que enfant, pour moi, faire des livres, écrire encore, d'autant plus, c'était destiné à quelques personnes et surtout pas moi. Et donc me retrouver là, c'est vraiment un beau pied de nez, quoi. Je me dis bon, finalement, c'est une matière qui appartient à tout le monde et surtout aux enfants qui ont intuitivement en fait cet élan d'écriture, de dessin et de construction. Et donc développer ça avec eux. Sur des objets qui ont pris des formes que j'ai pas contrôlées, et c'est ça qui était super. C'était en fait vraiment, moi je vois ça comme une rencontre et c'est un échange. Moi évidemment je donne un cadre, des contraintes techniques, etc. Mais en fait s'il n'y a pas cet aller-retour entre ce qu'ils produisent et ce que moi je peux en faire, ça m'intéresse pas trop. Moi l'idée c'est vraiment pas que les enfants fassent quelque chose que j'ai du Marie Mirgen, j'ai envie de dire. Et j'ai pas du tout envie qu'ils reproduisent quelque chose que j'ai fait en amont.
j'ai envie de faire des propositions et rebondir sur ce qu'ils font. Donc il y avait une grosse part d'expérimentation graphique qui se prête bien en fait à différents âges, parce que des tout petits ils peuvent le faire, plus grands aussi. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'immersion dans la technique, dans la matière de l'encre, du papier, et ça permet pas mal de liberté. Donc on était au sol, de se tâcher, voilà. Et moi, dans ces moments-là, l'idée c'est vraiment de pas leur dire quoi faire. Je donne des contraintes au début, mais ce que je veux partager, s'il y a une chose que j'aimerais partager, c'est le plaisir, et le plaisir de faire, et le plaisir de trouver par soi-même le chemin, quoi. Donc l'idée c'est que voilà, on va d'un point A à un point B. Je sais à peu près où je les emmène, mais j'ai envie que eux prennent possession des choses. Donc j'essaye de transmettre en tout cas ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions ? On a quelques minutes si voilà, vous souhaitez échanger. Moi, je voulais savoir quel auteur jeunesse ou artiste, plus globalement, vous ont inspiré dans vos travaux. Alors, c'est toujours une question, j'ai du mal à y répondre parce que je me rends compte que j'ai pas de grands noms à sortir. Toutes mes références, on va dire littérature jeunesse, me la suis faite un peu ma culture plus tard en tant qu'étudiante. Mais moi, j'ai été bercée par des Béatrix Potter, par exemple, ou des choses comme ça, avec des animaux et l'anthropomorphisme, voilà, des petits animaux habillés. Donc ça, c'était très fort, et une littérature essentiellement portée sur les sorcières. J'étais obsédée par les sorcières. Et donc, il y avait la sorcière Camomille, mais pas que. Il y avait vraiment tout un tas. Et moi, dès qu'il y avait un livre sorcière, je le voulais. Et à Noël, dans ma liste au Père Noël, c'est écrit « livre de sorcière ». Et plus tard aussi, j'ai voulu un peu analyser ça, comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était bien plus rigolo. Déjà, en fait, c'était les peu de livres où, encore une fois, le personnage principal, c'était une femme. Et qu'elle était assez indépendante. Elle vivait dans une maison, je trouvais assez chouette. Elle faisait des potions magiques, elle avait du pouvoir, quoi. Et donc à l'époque, finalement, je pense que ça me plaisait. Puis elles étaient souvent rigolotes, on aimait bien les ridiculiser aussi un peu, donc il y avait souvent beaucoup d'humour. Et puis le petit frisson, sûrement que ça me produisait aussi. Mais je sentais qu'il y avait une liberté chez ces personnages qu'à mon avis, j'avais vraiment besoin de voir. Là où moi, j'étais quand même nourrie par des choses, par Disney, par des choses comme ça, et beaucoup de télévision. J'ai regardé énormément de dessins animés enfants, et finalement, c'était quand même des personnages très limités dans leur liberté, dans leur personnalité. Voilà, donc les sorcières m'ont beaucoup aidée. Ça se voit dans les livres d'ailleurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Oui. Bonjour. Quel conseil vous donneriez aux professionnels qui utilisent vos livres, du coup ? Alors, déjà, je suis très agréablement surprise de voir quand je rencontre les médiatrices et les bibliothécaires, souvent, voilà, qui lisent mes livres aux enfants, de voir à quel point elles s'approprient d'elles-mêmes les livres. Et ça dépasse souvent mon imagination. Je me retrouve devant des choses incroyables, de construction, de marionnettes et de mise en scène, des fois des spectacles. Donc, moi, j'ai envie de dire que déjà, les personnes prennent du plaisir à lire mon histoire. C'est super parce que c'est comme ça qu'on transmet les choses. Et c'est pas obligé d'être non plus spectaculaire, hein, juste des fois donner le ton, l'énergie, c'est ça qui est le plus important. Donc qu'elles se forcent pas ou qu'ils se forcent pas à lire une histoire qu'ils aiment pas. Voilà, faut vraiment que ces personnes
et le goût de l'album et l'envie de le transmettre. Et effectivement, si derrière ça, il y a une envie d'aller plus loin et de créer des dispositifs, c'est incroyable. Mais voilà, mon conseil, c'est d'abord avoir le goût du livre, de l'aimer, pour mieux le défendre. Une autre question, il reste 5 minutes. Peut-être avec le micro pour que les personnes au fond de la salle puissent vous entendre. J'adore en fait ce que vous avez dit sur votre création au départ de matière. Et en fait, je suis en train de lire Le regard perdu de Morisot, où il parle comme ça de l'invite des parois rocheuses qui fasse à la personne qui est en face, il y a une espèce d'invitation et de création comme ça à partir de la matière. Et du coup, ça me touche beaucoup au niveau de la sensibilité, en fait, votre travail sur ces papiers et sur ces créations de matière. Voilà. C'est pas vraiment une question, je suis désolée. Merci beaucoup. Mais ça me fait penser à ça. Et puis sur la création des images, en fait, à partir de ce désir, voilà. À la fois des choses que vous avez en vous et puis un rebondissement. Et je retrouve ça aussi dans ce que vous dites par rapport au travail avec les enfants, où c'est plus une relation. Donc vous vous dites, je propose quelque chose et après c'est un ping-pong quoi, de création à partir aussi de la matière et de l'envie et du désir, de la joie en fait, de jouer avec ces matières. Et voilà, c'est juste un... C'est pas une question, pardon. Merci beaucoup, merci. En fait, c'est ça, c'est que moi j'ai besoin d'être nourrie aussi par cette rencontre. Si c'est que quelque chose que j'offre, c'est pas intéressant et pour personne. Et surtout, ils ont beaucoup, ces enfants que je rencontre, énormément d'énergie et de choses à transmettre. Et ce serait tellement dommage de pas m'en servir pour effectivement rebondir. Et avec le temps et toutes les rencontres que je peux faire, je me rends compte que je suis vraiment là juste pour donner des outils et que chacune puisse s'en emparer pour à son tour s'exprimer en fait, parce que c'est que de l'expression, c'est trouver son langage, c'est ça. Donc moi je donne des outils, je travaille beaucoup sur la marionnette aussi comme vecteur de transmission et de partage de récits, quoi. Donc pour ça que ça reste très proche de et la matière et la forme que ça peut prendre. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une... Ah oui. Bonjour. Alors, je suis désolée, je suis partie un petit moment, je suis revenue. Peut-être avez-vous déjà répondu à cette question. Qu'est-ce qui fait, en tant qu'autrice et illustratrice, vous êtes orientée vers l'enfance et la petite enfance et pas plutôt, parce qu'il y a quand même des très beaux illustrés pour les plus grands, pour les adultes. Qu'est-ce qui fait que votre travail s'est orienté vers les plus petits ? Eh bien, en fait, je crois, c'est un peu peut-être ridicule de dire ça, mais je dois fonctionner encore comme un enfant, je pense. Ma façon de penser, décrypter le monde, elle est très proche d'un enfant. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup faire des livres d'images pour adultes, mais finalement, il y a très peu d'endroits où le faire. En tout cas, peut-être ça arrivera. Alors, bien sûr, il y a les romans graphiques, la bande dessinée. Je n'ai pas eu d'attirance très forte dans mon enfance, justement, avec la bande dessinée. Et maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. C'est que c'était pour moi un monde d'hommes et je n'étais pas invitée dans ce monde-là. Et d'autant plus pendant mes études. J'ai quitté les études il y a plus de 10 ans et à ce moment-là, c'était encore très genré. Et maintenant, heureusement, plein de personnes, voilà. Il y a une diversité beaucoup plus grande. Mais à l'époque, je ne me sentais pas invitée dans ce monde-là. Et aussi parce que les images, les cases et tout ne vont pas dans la lecture. Je pense que ça renforce mes difficultés de lecture et que les grandes images, c'est vraiment beaucoup plus adapté pour moi. Et j'aimerais
peut-être pouvoir prochainement, je ne sais pas dans quel projet, mais pouvoir peut-être m'exprimer pour plus forcément pour la jeunesse, quoi, m'autoriser ça. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment, j'ai une idée, je l'exprime et je me rends compte que ça rentre vraiment dans l'édition jeunesse, pas ailleurs, quoi. Donc je pense que c'est mon rapport au monde aussi qui est très... Merci. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question, mais toute petite, parce que le temps... On va prendre la dernière question. Et après, pour nous laisser quand même un petit temps de pause avant la table ronde. Bonjour. Pourquoi pour vous utilisez autant la nature et les animaux dans vos œuvres? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? J'avoue que ça m'excite plus que les villes, le béton. Mais ce rapport, oui, à la nature, il est fort, mais parce que c'est aussi la projection d'une intériorité. Je me rends compte que je ne l'ai pas tant fait dans mes ouvrages, mais finalement, à la toute base, ce que je disais au début, c'est que j'ai dessiné pour parler de mes émotions, de mes sentiments, et tout ça faisait qu'un entre mon corps et la nature. Finalement, c'était un petit peu des choses un peu des images que j'avais peut-être un peu universelles, je sais pas, mais en tout cas ce lien m'inspire plus, cette espèce de rondeur et ce lien qu'il y a peut-être entre les émotions, les pensées, le corps, la nature. Voilà. Pour moi, tout ça circule beaucoup plus que si j'y mettais de la technologie ou des choses modernes ou des choses qui viennent marquer une époque. Ça permet effectivement de faire un paysage naturel, ça permet aussi de sortir d'un contexte, ça permet de placer une histoire dans un univers qui est hors temps, et ça c'est assez commode, j'avoue. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie pour la richesse et la profondeur de vos propos. On va rester dans l'univers de la sensorialité et du toucher avec la première table ronde de ce matin qui aura lieu à 11h. Et donc là, on fait une petite pause de quelques minutes et on se retrouve à 11h dans la salle. Merci. Merci.